Le 14 octobre 1943, 27 000 pieds au-dessus de Schweinfurt, Allemagne, le capitaine Don Blakesley, commandant le 4e groupe de chasse, nivela son P-47 Thunderbolt et scruta le ciel devant lui. En dessous de lui, 316 forteresses volantes B-17 tentaient de bombarder des usines de roulement à billes critiques pour la production de guerre allemande. Autour d'eux, comme des requins encerclant une proie blessée, plus de 300 chasseurs de la Luftwaffe déchiraient les formations de bombardiers. La jauge de carburant de Blakesley montrait 20 minutes restantes avant qu'ils ne doivent faire demi-tour. 20 minutes pour fournir une couverture aux bombardiers qui avaient besoin de 3 heures de plus pour atteindre l'Angleterre. Les mathématiques étaient simples et brutales. Le P-47 Thunderbolt, chasseur de première ligne américain, avait l'autonomie d'une voiture de sport. Il pouvait escorter les bombardiers à 250 miles en Allemagne, puis devait les abandonner à leur sort. Les bombardiers allant plus profondément faisaient face aux chasseurs allemands sans protection. Le raid d'aujourd'hui perdrait 60 B-17 et 600 hommes avant qu'il ne se termine. Alors que Blakesley ordonnait à contre-cœur à son groupe de rentrer à la maison, laissant les bombardiers affronter seuls 200 miles de chasseurs allemands, il transmit des mots qui résonneraient à travers le quartier général de la 8e force aérienne. Nous avons besoin d'un chasseur qui peut aller jusqu'à Berlin et revenir. Jusqu'à ce que nous en ayons un, nous envoyons ces gars des bombardiers mourir. Ce que le capitaine Blakesley ne savait pas, c'était qu'un tel chasseur existait déjà. Non pas dans un programme de développement classifié ou une installation top secrète, mais assis ignoré dans un hangar à Wright Field, Ohio, un avion que les achats de l'armée de l'air avaient rejeté comme inadéquat, un avion que les tests officiels avaient déclaré inférieur aux chasseurs américains existants. Une machine qui, par toute logique bureaucratique, aurait dû être annulée et oubliée. Mais 5 mois plus tôt, dans une petite installation Rolls-Royce en Angleterre, un mécanicien nommé Ronald Harker avait commis ce que ses supérieurs appelleraient une insubordination grave. Il avait testé un chasseur américain sans autorisation, reconnu un potentiel que les pilotes de chasse entraînés avaient manqué et écrit un rapport qui contredisait les évaluations officielles. Ces actions non autorisées violaient le protocole, la chaîne de commandement et la procédure appropriée. Ces recommandations étaient techniquement illégales car il n'avait aucune autorité pour suggérer des modifications d'avions aux forces aériennes étrangères. Mais Ronald Harker avait compris quelque chose que les pilotes de chasse, les agents d'achat et les planificateurs militaires avaient manqué. Que le P-50 et un Mustang, rejetés comme un chasseur médiocre à basse altitude, pouvaient être transformés en le plus grand chasseur de supériorité aérienne de la Seconde Guerre mondiale grâce à un simple changement. Remplacer son moteur américain Allison par le Rolls-Royce Merlin britannique. Ce seul échange de moteur transformerait l'histoire de l'aviation. Le chasseur non désiré. L'histoire commença 2 ans plus tôt, en 1941, quand North American Aviation reçut une demande inhabituelle de la commission d'achat britannique. La Grande-Bretagne, combattant seule contre l'Allemagne nazie, avait désespérément besoin de chasseurs. Le Supermarine Spitfire, bien qu'excellent, ne pouvait pas être produit en quantité suffisante. Le Hurricane était déjà obsolescent, la Grande-Bretagne avait besoin d'un nouveau chasseur, en avait besoin rapidement, et se tourna vers l'industrie américaine pour obtenir de l'aide. Les Britanniques approchèrent initialement North American pour produire sous licence le Curtiss P-40 Warhawk. La réponse de North American fut audacieuse, à la limite de l'arrogance. James Dodge Kindleberger, le président de l'entreprise, dit aux Britanniques qu'ils pouvaient concevoir et construire un meilleur chasseur à partir de zéro, dans le même temps qu'il faudrait pour mettre en place la production du P-40. Les Britanniques, sceptiques mais désespérés, donnèrent à North American 120 jours pour produire un prototype. Ce qui émergea de l'équipe de conception de North American, dirigée par l'ingénieur en chef Edgar Schmude, fut le NA-73, que les Britanniques nommeraient le Mustang. Le design était révolutionnaire de multiples façons. Il présentait une aile à flux laminaire développée par le NACA, le Comité consultatif national pour l'aéronautique, qui réduisait considérablement la traînée. Le radiateur était positionné derrière le pilote, utilisant un principe appelé l'effet Meredith, où le refroidissement du radiateur créait réellement une poussée plutôt qu'une traînée. Le fuselage fut conçu en utilisant des calculs mathématiques plutôt que l'estimation traditionnelle à l'œil, résultant en une aérodynamique exceptionnelle, et il fut construit en utilisant des techniques de production automobile qui permettaient une fabrication rapide. Le prototype vola pour la première fois le 26 octobre 1940, seulement 117 jours après le début de la conception,
3 jours avant la date limite impossible. Les premiers essais en vol furent prometteurs. Le Mustang était rapide à basse altitude, atteignant 380 miles par heure à 15 000 pieds. Il était maniable, les pilotes louèrent ses caractéristiques de maniabilité. L'autonomie, grâce à une capacité de carburant interne de 184 gallons, plus des dispositions pour des réservoirs largables externes, dépassait tout chasseur monoplace existant. Les Britanniques commandèrent immédiatement. À la mi-1941, les escadrons de la Royal Air Force recevaient leur premier Mustang désigné, Mustang Mark I. Mais il y avait un problème fondamental paralysant qui relèguerait le Mustang à des rôles secondaires et à une quasi-annulation. Le moteur Allison V1710, bien qu'adéquat à basse et moyenne altitude, était terrible au-dessus de 15 000 pieds. L'Allison utilisait un compresseur monoétage à vitesse unique qui ne pouvait pas maintenir la puissance alors que la densité de l'air diminuait en altitude. À 25 000 pieds, où le combat aérien moderne se produisait, les performances du Mustang s'effondraient. La vitesse tombait en dessous de 300 miles par heure, le taux de montée devenait anémique, la maniabilité souffrait alors que le moteur haletait pour l'air. Les chasseurs allemands opérant confortablement à 25 à 30 000 pieds pouvaient simplement plonger sur les Mustangs, attaquer en toute impunité, puis remonter là où l'avion propulsé par Allison ne pouvait pas suivre. La RAF, reconnaissant ses limitations, relégua les Mustangs à des rôles de reconnaissance tactique à basse altitude et d'attaque au sol où l'Allison performait adéquatement. Les forces aériennes de l'armée américaine testèrent le Mustang et parvinrent à des conclusions similaires. Tout en reconnaissant les excellentes performances à basse altitude et l'autonomie de l'avion, ils le rejetèrent comme inapproprié pour les missions de supériorité aérienne à haute altitude. L'évaluation officielle déclarait: le NA-73 démontre des caractéristiques exceptionnelles en dessous de 15 000 pieds. Cependant, la dégradation des performances au-dessus de cette altitude rend l'avion inapproprié pour les rôles d'escorte ou d'intercepteur contre les chasseurs européens modernes opérant à 25 000 pieds et au-dessus. Recommandons un achat limité pour l'attaque au sol et la reconnaissance tactique uniquement. À la mi-1942, le Mustang semblait destiné à un statut de note en bas de page historique, une conception prometteuse paralysée par des performances moteurs inadéquates, utile pour des missions secondaires mais incapable de répondre aux besoins critiques de chasseurs d'escorte à longue portée. North American continua la production pour des commandes britanniques et américaines limitées, mais l'avenir de l'entreprise semblait résider dans d'autres conceptions comme le bombardier B-25 Mitchell. Puis, le 30 avril 1943, Ronald Darker prit une décision qui changerait l'histoire de l'aviation, le vol d'essai non autorisé. Ronald Darker n'était pas un pilote de chasse, c'était un pilote d'essai et spécialiste de moteurs de 30 ans de la compagnie Rolls-Royce basée à l'installation de Hucknall en Angleterre. Son travail impliquait de tester des moteurs dans divers avions et de fournir des retours techniques aux ingénieurs de Rolls-Royce. Il n'avait aucune autorité pour évaluer les chasseurs américains, faire des recommandations sur leur déploiement ou suggérer des modifications aux avions militaires étrangers. Le 30 avril, Harker visita la Royal Air Force d'Oxford pour observer les Mustang Mark I opérant dans leur rôle de reconnaissance tactique. Le commandant d'escadron, discutant des limitations de l'avion, mentionna négligemment que le Mustang était brillant en dessous de 15 000 pieds, inutile au-dessus. Il offrit à Harker une chance de voler dans un, probablement s'attendant à ce que le pilote d'essai confirme ce que tout le monde savait déjà. Harker grimpa dans le cockpit du Mustang et effectua ce qui aurait dû être un vol de familiarisation de routine. Mais alors qu'il mettait l'avion à l'épreuve, quelque chose se déclencha. La cellule était exceptionnelle, l'aérodynamique était superbe, le maniement était magnifique, tout était correct, sauf le moteur. Et Harker, étant un spécialiste de moteurs Rolls-Royce, comprit immédiatement ce que cela signifiait. Harker connaissait intimement le moteur Rolls-Royce Merlin. Le Merlin propulsant les Spitfires, Hurricanes, Mosquitoes et Lancasters était le moteur d'avion le plus réussi de Grande-Bretagne. Il présentait un compresseur biétage à 2 vitesses qui maintenait la puissance de sortie jusqu'à 30 000 pieds et au-delà. Alors que l'Allison haletait à 25 000 pieds, le Merlin ne faisait que commencer. Le Merlin produisait approximativement 1420 chevaux à 25 000 pieds, comparé aux à peine 1000 chevaux de l'Allison à la même altitude. Alors que Harker ramena le Mustang à d'Oxford, une idée radicale se forma.
Et si vous mariez la cellule exceptionnelle du Mustang aux performances à haute altitude du Merlin? La combinaison pourrait produire un chasseur avec vitesse et autonomie à basse altitude plus performance à haute altitude. Ce serait le meilleur des deux mondes. Après l'atterrissage, Harker commit son acte d'insubordination. Sans autorisation de la direction de Rolls-Royce, sans approbation du commandement de la RAF, sans permission des autorités américaines, il écrivit un rapport détaillé recommandant que le Mustang soit remotor avec le Rolls-Royce Merlin. Son rapport daté du 3 mai 1943 déclarait « La cellule du Mustang est supérieure à tout chasseur actuellement en production. Sa seule limitation est la performance en altitude du moteur Allison. L'installation du moteur Merlin créerait un avion combinant l'autonomie et le maniement du Mustang avec la puissance à haute altitude du Merlin. Le chasseur résultant dépasserait les performances de tout avion actuellement opérationnel. Je recommande fortement des tests immédiats de cette configuration. » Le rapport alla au vice-maréchal de l'air Sir Wilfrid Freeman, qui reconnut immédiatement son potentiel. Freeman avait l'autorité d'agir, mais faisait face à un problème diplomatique. Les Américains avaient testé le Mustang et l'avaient rejeté. Suggérer qu'ils avaient fait une erreur risquait d'offenser des alliés, et Freeman n'avait aucune juridiction sur les achats d'avions américains. Mais Freeman comprit que gagner la guerre importait plus que les subtilités diplomatiques. Il transmit le rapport de Harker au ministère de la Production aéronautique avec une note. « Ceci peut être la recommandation la plus importante à traverser mon bureau cette année. Nous devrions la poursuivre indépendamment des complications diplomatiques. » Ce que ni Harker ni Freeman ne savaient, c'était que de l'autre côté de l'Atlantique, le licencié américain de Rolls-Royce, Packard Motor Company, avait déjà commencé à explorer le même concept, et qu'à Wright Field, une poignée d'ingénieurs avait discrètement plaidé pour la combinaison Merlin-Mustang pendant des mois, seulement pour être bloqué par la bureaucratie des achats. La bataille bureaucratique. L'idée de remotoriser le Mustang avec le Merlin n'était pas entièrement nouvelle. Plusieurs ingénieurs l'avaient suggéré informellement, mais les canaux officiels avaient rejeté le concept pour multiples raisons, chacune semblant logique individuellement mais collectivement désastreuse. Premièrement, le moteur Allison était de fabrication américaine, tandis que le Merlin était britannique. La fierté nationale et la politique industrielle favorisaient les moteurs américains dans les avions américains. Deuxièmement, le Merlin était déjà en pénurie pour la production d'avions britanniques. Détourner des Merlins vers des chasseurs américains réduirait la production de Spitfire et de Lancaster. Troisièmement, réingénier un avion existant pour accepter un moteur différent nécessitait du temps et des ressources. Pourquoi modifier une conception rejetée quand des chasseurs existants étaient disponibles ? Quatrièmement, et plus significativement, la bureaucratie des achats avait déjà investi dans d'autres solutions. Le P-47 Thunderbolt et le P-38 Lightning étaient approuvés en production et déployés. Le système s'était engagé envers ces avions. Suggérer une solution différente impliquait que les décisions originales étaient erronées, quelque chose que les bureaucraties résistent à admettre. Mais au printemps 1943, la crise des bombardiers était indéniable. La 8e force aérienne perdait des bombardiers à des taux insoutenables lors des raids de pénétration profonde en Allemagne. Le P-47, excellent au combat, manquait d'autonomie. Le P-38, avec une autonomie adéquate, souffrait de problèmes mécaniques par temps européens. Aucun ne pouvait escorter les bombardiers vers des cibles au fond de l'Allemagne. La crise exigeait des solutions, et le rapport de Harker en fournissait une. Le vice-maréchal de l'air Freeman contacta les forces aériennes de l'armée américaine par les canaux officiels, suggérant que tester un Mustang propulsé par Merlin pourrait s'avérer précieux. La réponse américaine fut tiède au mieux. Un mémo de Wright Field daté du 22 mai déclarait « La suggestion de la RAF concernant l'installation du Merlin dans le P-51 est notée. Cependant, nous nous sommes déjà engagés envers le P-47 et le P-38 pour les tâches d'escorte. » Modifier un avion déjà rejeté comme inapproprié pour le travail à haute altitude semble une allocation inefficace de ressources d'ingénierie. Mais Freeman avait un as à jouer. Rolls-Royce avait déjà commencé la conversion indépendamment. Sans permission américaine, sans approbation officielle, les ingénieurs de Rolls-Royce à Hucknall retirèrent le moteur Allison d'un Mustang Mark I, numéro de série AL975, et commencèrent à installer un Merlin 61. C'était l'équivalent mécanique d'un grand vol d'avion. Le Mustang appartenait à la RAF, acheté d'Amérique sous le pré-bail. Le modifier sans consulter le fabricant ou le gouvernement acheteur violait tous les protocoles. Mais Freeman avait donné une approbation tacite, et Rolls-Royce procéda. La conversion nécessita une ingénierie significative. Le Merlin était plus grand que l'Allison, nécessitant des modifications au support moteur,
au capot et au système de refroidissement. L'hélice devait être changée pour accommoder des caractéristiques de puissance différentes. Le système de carburant nécessitait une modification. Le projet prit 4 mois, avec l'avion modifié désigné Mustang Mark X, complétant son premier vol le 13 octobre 1943. Le pilote d'essai, Ronald Harker, grimpa à 25 000 pieds et ouvrit les gaz. Les résultats dépassèrent même ses prédictions optimistes. À 25 000 pieds, le Mustang Merlin atteignit 430 miles par heure, 70 miles par heure plus rapide que la version Allison à la même altitude. Le taux de montée était spectaculaire, le maniement restait excellent et l'autonomie déjà impressionnante avec l'Allison était inchangée. Le Merlin consommait du carburant à des taux similaires à l'Allison, signifiant que l'autonomie exceptionnelle du Mustang se reportait sur la version capable à haute altitude. Le rapport d'essai en vol de Harker, daté du 15 octobre, déclarait simplement « Le Mustang Merlin est le meilleur avion de chasse que j'ai jamais piloté à n'importe quelle altitude ». Les performances dépassent le Spitfire Mark IX au-dessus de 20 000 pieds tout en maintenant un avantage d'autonomie de plus de 200%. Cet avion devrait être mis en production immédiatement. En quelques jours, les pilotes de la RAF testaient le Mustang Merlin et confirmaient l'évaluation de Harker. Le commandant d'escadron Michael Robinson, vétéran du combat avec 12 victoires, écrivit « J'ai piloté des Spitfire, des Hurricanes et des Thunderbolts au combat. Le Mustang Merlin est supérieur à tous au-dessus de 15 000 pieds et égal en dessous. Plus important encore, son autonomie est le triple du Spitfire. C'est le chasseur d'escorte de bombardiers que nous attendions. » Avant de continuer sur la façon dont cette modification illégale transforma la guerre aérienne au-dessus de l'Europe, si vous trouvez cette histoire d'innovation non autorisée et de rébellion bureaucratique fascinante, veuillez prendre un moment pour vous abonner à notre chaîne et appuyer sur la cloche de notification. Nous vous apportons une histoire militaire détaillée et bien documentée qui révèle les décisions humaines derrière les percées technologiques. Votre abonnement nous aide à continuer de produire ces documentaires approfondis. Maintenant, voyons ce qui est arrivé quand les Américains ont finalement accepté ce que le vol d'essai non autorisé d'un mécanicien avait prouvé. Le réveil américain. Les résultats d'essais britanniques ne pouvaient être ignorés. En novembre 1943, les données du Mustang Merlin atteignaient les commandants américains qui comprenaient ses implications. Le général Henry Hap Arnold, commandant les forces aériennes de l'armée, vit des rapports de performance qui dépassaient tout chasseur américain existant. Portée de plus de 2000 milles avec réservoir largable, vitesse de 440 miles par heure à 25 000 pieds, plafond de service de 41 000 pieds. Ce n'était pas des projections, c'était une performance testée d'un avion en vol. La réponse d'Arnold fut immédiate. Le 8 novembre, il envoya une directive à North American Aviation. Convertir 2 P-51 en configuration Merlin immédiatement. Conduire des tests de performance complets, rapporter les résultats directement à mon bureau. Mais North American avait déjà de l'avance sur lui. Pendant que Rolls-Royce conduisait sa conversion non autorisée en Angleterre, les ingénieurs de North American travaillaient avec Packard, le fabricant sous licence américain, construisant des Merlins sous contrat pour les avions britanniques. Edgar Schmood, le concepteur en chef du Mustang, avait compris dès le début que l'Allison était un compromis. Il conçut l'avion avec un volume interne suffisant pour accommoder différents moteurs, anticipant que des améliorations pourraient être nécessaires. Quand Packard approcha North American à l'été 1943 avec des échantillons de leur production Merlin, Schmood commença immédiatement le travail de conception sur la conversion. Le Packard Merlin 5 1650, construit sous licence de Rolls-Royce, était effectivement identique à la version britannique, mais fabriqué selon des normes américaines avec de l'outillage américain. Packard produisait déjà des milliers pour l'exportation vers la Grande-Bretagne. Utiliser le Packard Merlin dans les avions américains évitait le problème d'approvisionnement qui avait initialement bloqué la conversion. North American compléta 2 conversions prototypes désignées NA-102 et NA-103 en novembre 1943. Le pilote d'essai de la compagnie, Robert Chilton, pilota le premier Mustang Merlin de construction américaine le 30 novembre. Son rapport confirma les résultats britanniques. L'avion était exceptionnel à toutes les altitudes, avec une performance dépassant tout chasseur américain en service ou en développement. Wright Field reçut les prototypes début décembre pour les tests officiels. Les ingénieurs qui avaient précédemment rejeté le Mustang comme inadéquat faisaient maintenant face à des données qu'ils ne pouvaient rejeter. À 25 000 pieds, le Mustang Merlin était 40 miles par heure plus rapide que le P-47 Thunderbolt et 55 miles par heure plus rapide que le P-38 Lightning.
Ils pouvaient surpasser les deux avions en montée à toutes les altitudes au-dessus de 15 000 pieds. Et sa portée, même avant de considérer les réservoirs largables, était de 850 000 comparé aux 475 du P-47 et aux 525 du P-38. Le rayon de combat, la mesure critique pour les missions d'escorte, racontait l'histoire le plus dramatiquement. Le P-47 pouvait escorter les bombardiers environ 250 000 en Allemagne, assez pour atteindre la Ruhr, mais pas Berlin. Le P-38 pouvait atteindre 300 000. Le Mustang Merlin, désigné P-51B, pouvait atteindre 650 000 avec le carburant interne Sol. Et avec deux réservoirs largables portant 75 gallons chacun, le rayon de combat s'étendait à 800 000. Berlin était à 550 000 de l'Angleterre. Le P-51B pouvait escorter les bombardiers jusqu'à Berlin et retour avec du carburant en réserve pour le combat. Le général Arnold ordonna une production immédiate à pleine échelle le 20 décembre 1943. Chaque cellule P-51 disponible recevrait le moteur Merlin. La production du moteur Allison cesserait et la production serait étendue dramatiquement. L'usine d'Englewood en Californie de North American construirait des P-51B. Une nouvelle usine à Dallas au Texas construirait une version identique désignée P-51C. Au printemps 1944, la production dépasserait 400 avions mensuellement. Le changeur de jeu arrive, les premiers P-51B Mustang atteignirent l'Angleterre en décembre 1943. Assigné au 354e groupe de chasse, le groupe Mustang pionnier, les pilotes passant des P-47 étaient initialement sceptiques. Le Mustang semblait petit comparé au massif Thunderbolt. Il n'avait qu'un moteur contre les deux du Lightning et ses mitrailleuses de calibre 50 semblaient légères comparées aux 8 du P-47. Mais leur première mission de combat le 5 décembre 1943, escortant des bombardiers vers Amiens en France, changea leurs esprits. Les Mustangs montèrent à 25 000 pieds plus vite que les bombardiers qu'ils escortaient. Ils croisaient à des vitesses qui leur permettaient de tisser d'avant en arrière au-dessus de la formation de bombardiers sans utiliser de carburant excessif. Et quand des chasseurs de la Luftwaffe apparurent, les Mustangs plongèrent sur eux avec une accélération que les Allemands n'avaient pas expérimentée des chasseurs américains. Le lieutenant Charles Gomme, pilotant sa première mission Mustang, rencontra deux chasseurs FW-190 tentant d'attaquer les bombardiers. Gomme plongea de 28 000 pieds, atteignant plus de 500 miles par heure. Les Allemands, voyant un chasseur américain approcher à cette vitesse, supposèrent que c'était un P-47 en plongée et s'attendaient à ce qu'il remonte après une passe. Au lieu de cela, Gomme les suivit à travers leurs manœuvres d'évasion, restant sur leur queue à travers virages et montées. Il détruisit les deux avions, puis remonta à l'altitude des bombardiers avec du carburant en réserve. Son rapport de combat nota: le P-51 fait tout ce que le P-47 fait, plus il reste avec les bombardiers jusqu'à la maison. Cela change tout. En janvier 1944, plusieurs groupes de chasse transitaient vers les Mustangs. Le 357e groupe de chasse reçut leurs avions en février. Le 4e groupe de chasse, dirigé par Don Blakesley, qui avait plaidé pour des chasseurs à longue portée après Schweinfurt, se convertit en mars. Chaque groupe découvrit la même vérité. Le Mustang n'était pas juste meilleur dans certaines choses que d'autres chasseurs, il était meilleur dans presque tout. Les ratios de victoire contre perte racontaient l'histoire quantitativement. En janvier et février 1944, les unités P-51 atteignirent un ratio de victoire de 8 contre 1 contre les chasseurs allemands. Le P-47, excellent en combat, atteignait 3 contre 1. Le P-38 gérait 2 contre 1. La combinaison du Mustang de performance, portée et maniabilité était dévastatrice. Les pilotes allemands qui avaient appris à vaincre les P-47 et P-38 trouvèrent le Mustang un défi complètement différent. Le major Günther Rall, un as de la Luftwaffe avec plus de 200 victoires, principalement sur le front de l'Est, rencontra des P-51 en mars 1944. Son rapport post-action déclara: le nouveau chasseur américain est supérieur à nos avions dans presque toutes les catégories de performance. Il est plus rapide, monte mieux, a une portée supérieure et se manie exceptionnellement. Nos seuls avantages sont l'armement. Nos canons de 20 mm et 30 mm sont plus destructeurs que leur calibre 50 et l'expérience. Nos pilotes ont en moyenne des centaines d'heures d'expérience de combat comparées à leurs dizaines. Mais ces avantages rétrécissent alors que la qualité de leurs pilotes s'améliore et que nos pilotes expérimentés sont tués plus vite qu'ils ne peuvent être remplacés. L'impact stratégique.
L'arrivée du P-51 en quantité transforma la campagne de bombardement stratégique. Avant le Mustang, le bombardement de jour profondément en Allemagne était un pari calculé. Des pertes de 5 à 10% par mission étaient courantes. Assez tôt, les équipages de bombardiers faisaient face à une certitude statistique de mort ou capture avant de compléter leur tournée de 25 missions. Les pertes insoutenables menaçaient de terminer entièrement la campagne de bombardement de jour. Avec l'escorte Mustang jusqu'aux cibles et retour, les pertes de bombardiers chutèrent dramatiquement. Les missions vers Berlin en mars 1944, le premier bombardement américain de la capitale allemande, virent des pertes sous 4% malgré avoir fait face aux unités les plus expérimentées de la Luftwaffe. La présence de Mustang tout au long du vol empêcha les attaques massives qui avaient précédemment dévasté les formations non escortées. Mais l'impact du Mustang alla au-delà de protéger les bombardiers. Le général James Doolittle, commandant la 8e force aérienne, émit une directive en janvier 1944 qui changea les tactiques de chasse fondamentalement. Précédemment, les chasseurs restaient proches des formations de bombardiers, réagissant défensivement aux attaques allemandes. La nouvelle directive de Doolittle, détruire la force aérienne allemande partout où vous la trouvez, dans l'air ou au sol. La portée du Mustang rendait cela possible. Les groupes de chasse pouvaient balayer devant les formations de bombardiers, attaquant les chasseurs allemands avant qu'ils ne puissent s'organiser. Ils pouvaient se détacher pour chasser des avions allemands individuels, sachant qu'ils avaient le carburant pour revenir. Et de plus en plus, ils pouvaient mitrailler les aérodromes allemands, détruisant les avions au sol. La réponse allemande révéla l'impact du Mustang. Les directives tactiques de la Luftwaffe du printemps 1944 montrent un désespoir croissant. Une directive datée du 28 mars déclara « Des chasseurs américains avec très longue portée identifiés comme P-51 Mustang accompagnent maintenant les formations de bombardiers tout au long de leur mission. Ces chasseurs sont supérieurs à nos modèles Bf-109G et FW-190A en performance, au-dessus de 6000 mètres. Les pilotes reçoivent l'instruction d'éviter un combat prolongé avec les P-51 si possible, attaquer les bombardiers rapidement, puis se désengager avant que les escortes ne puissent répondre. Mais se désengager des Mustangs était plus facile ordonné qu'accompli. Le seul avantage de performance des chasseurs allemands était en vitesse de plongée, et même celui-là était marginal. En montée, virage et accélération, le Mustang était égal ou supérieur. Les pilotes allemands trouvèrent qu'engager les bombardiers signifiait combattre à travers les escortes Mustang, et combattre les Mustangs était une proposition perdante. Les statistiques du printemps et de l'été 1944 démontrèrent la transformation. En mars, la 8e force aérienne perdit 131 bombardiers. En avril, les pertes chutèrent à 70. En mai, 61. En juin, 42. Les pertes déclinantes correspondaient directement à la disponibilité croissante des Mustangs. Alors que plus de groupes de chasse se convertissaient au P-51, les pertes de bombardiers déclinaient et les victoires de chasseurs augmentaient. La Luftwaffe était détruite dans une guerre d'usure qu'elle ne pouvait gagner. L'industrie américaine produisait des chasseurs plus vite que l'Allemagne ne pouvait remplacer les pertes. L'entraînement américain générait des pilotes plus vite que l'Allemagne ne pouvait former des remplaçants. Et l'écart de qualité se rétrécissait alors que les pilotes américains gagnaient de l'expérience, tandis que les pilotes vétérans allemands mouraient. L'invasion du jour J, en juin 1944, vit une supériorité aérienne alliée si complète que les chasseurs allemands étaient presque absents. La Luftwaffe réussit seulement 319 sorties le 6 juin, comparé à plus de 14 000 sorties alliées. Des Mustangs patrouillant en altitude assurèrent que les chasseurs allemands n'atteignaient jamais les plages en force. À la fin de l'été 1944, les forces de chasse de jour de la Luftwaffe étaient effectivement brisées. Elles existaient encore, volaient encore des sorties, obtenaient encore occasionnellement des succès tactiques, mais stratégiquement elles avaient perdu. Elles ne pouvaient défendre les villes allemandes du bombardement de jour. Elles ne pouvaient soutenir les forces terrestres face aux avancées alliées. Et elles ne pouvaient remplacer les pertes au taux nécessaire pour rester efficaces. Le Mustang, le chasseur que l'approvisionnement avait rejeté comme inadéquat, était devenu l'arme qui atteignit la supériorité aérienne sur l'Europe. Les As et leurs montures. Le P-51 Mustang devint la monture de choix pour les pilotes de chasse américains les plus réussis. Le Major George Preddy atteignit 26,83 victoires, faisant de lui le meilleur as Mustang. Le Major John Mayer marqua 24 victoires en P-51. Le colonel Francis Gabreski, qui avait déjà atteint le statut d'as en P-47, ajouta 6,5 victoires en Mustang. Le capitaine Chuck Yeager, plus tard célèbre pour avoir franchi le mur du son, atteignit 11,5 victoires en Mustang,
incluant 5 en une seule journée, le 12 octobre 1944. Les pilotes aimaient l'avion pour des raisons au-delà des statistiques de performance. La visibilité du cockpit était exceptionnelle avec une verrière à bulles fournissant une vision de 360 degrés. Les commandes étaient légères et réactives. L'avion était stable comme plateforme de tir, mais maniable en combat. Et il était tolérant les erreurs de pilotes qui les auraient tués dans des avions moins stables. Le major George Preddy, dans une interview quelques semaines avant sa mort en décembre 1944, décrivit les qualités du Mustang. Il fait tout bien. Il est rapide, monte bien, vire serré, a une portée pour des heures. Mais ce qui le rend spécial est comment il combine toutes ces qualités. D'autres chasseurs pourraient l'égaler dans un domaine, mais le Mustang est compétitif dans tous les domaines. Vous ne pouvez pas piéger un pilote Mustang s'il est compétent. Il peut toujours s'étendre et échapper si le combat tourne mal, puis revenir quand il a l'avantage. Cette versatilité est ce qui le rend mortel. La fiabilité de l'avion était un autre avantage rarement mentionné dans les comparaisons de performance. Le moteur Packard Merlin était robuste et maintenable. La cellule était robuste, ramenant les pilotes à la maison malgré des dommages de bataille qui auraient détruit d'autres chasseurs. Et les systèmes étaient redondants quand possible, signifiant que les pannes uniques causaient rarement la perte d'avion. Le capitaine Donald Lopez, qui compléta 70 missions en Mustang, décrivit son retour d'une mission avec 67 trous d'éclat dans son avion, incluant des dommages à un aileron et à la gouverne de direction. L'avion volait comme s'il était en colère, mais il volait. N'importe quel autre chasseur aurait été incontrôlable avec ces dommages. Le Mustang l'a juste repoussé et m'a ramené à la maison. Si vous appréciez cette plongée profonde dans comment l'innovation non autorisée créa le chasseur qui gagna la guerre aérienne au-dessus de l'Europe, veuillez vous abonner à notre chaîne et partager cette vidéo. Nous nous engageons à vous apporter une histoire militaire détaillée qui va au-delà des contes superficiels pour explorer les décisions techniques et les choix humains qui ont changé la guerre. Appuyez sur ce bouton d'abonnement pour ne pas manquer les futurs épisodes. Maintenant, regardons l'évolution finale du Mustang et son impact ultime. Le Mustang Ultime. Les modèles P51B et C, qui arrivèrent début 1944, étaient exceptionnels, mais North American continua d'améliorer le design. La mise à niveau la plus significative fut le P51D, qui entra en production en mars 1944. Le modèle D présentait une verrière à bulles, remplaçant la verrière à cadre originale, améliorant la visibilité dramatiquement. L'armement augmenta à 6 mitrailleuses de calibre 50 contre 4. Le viseur fut amélioré et divers raffinements aérodynamiques augmentèrent la vitesse maximale à 447 miles par heure à 25 000 pieds. Le P51D devint la variante Mustang définitive avec 9823 produits. Il équipa la majorité des groupes de chasse de la 8e et 9e force aérienne à l'automne 1944 et il domina les cieux au-dessus de l'Europe dans les derniers mois de la guerre. La variante majeure finale, le P51H, incorpora les leçons de années de combat. Le poids fut réduit en utilisant des peaux d'ailes plus minces et une structure plus légère. Le moteur fut amélioré à un Packard Merlin Zinc 1659, produisant 1900 chevaux avec injection d'eau. La vitesse maximale atteignit 487 miles par heure en faisant le Mustang de production le plus rapide. Mais le modèle H arriva trop tard, avec la production commençant en février 1945. Seulement 555 furent construits avant la fin de la guerre et la plupart ne virent jamais le combat. Le P51D resta le standard jusqu'à la fin de la guerre et pour des années après. Sa performance était adéquate pour vaincre n'importe quel avion allemand, incluant le chasseur à réaction ME-262. Dans certaines circonstances, alors que le ME-262 était plus rapide en vol horizontal et avait une puissance de feu dévastatrice, il était vulnérable pendant le décollage et l'atterrissage. Les pilotes de Mustang apprirent à patrouiller les bases de jets allemands, attrapant les ME-262 quand ils étaient les plus vulnérables. L'avantage de vitesse du jet dans les airs était annulé par la capacité du Mustang à les détruire au sol, ou pendant les phases de vol critiques. Les chiffres de la domination. Les statistiques de production du P51 Mustang reflétaient son succès et son importance. La production totale atteignit 15 575 avions à travers toutes les variantes. Parmi ceux-ci, environ 8000 étaient des modèles P51D. La production culmina à 550 avions par mois en mars 1945. Pour comparaison, la production totale de P-47 Thunderbolt était de 15 683
et la production de P-38 Lightning était de 10 037. Le Mustang égala le Thunderbolt en production totale, malgré son entrée en production de masse 2 ans plus tard. Le record de combat était également impressionnant. Les unités de P-51 revendiquèrent 4 950 avions ennemis détruits en combat air-air. De plus, ils détruisirent environ 4 000 avions ennemis au sol pendant les attaques de mitraillage. Le total combiné de près de 9 000 avions ennemis détruits dépassait les revendications de tout autre type de chasseurs américains. Les taux de perte racontaient une autre histoire. Des 15 575 Mustangs produits, environ 2 520 furent perdus au combat. Cela représentait un taux de perte de 16,2%, significativement inférieur aux autres types de chasseurs. Le P-47 perdit environ 3 577 des 15 683 produits, un taux de perte de 22,9%. Le P-38 perdit environ 1758 des 10 037, un taux de perte de 17,5%. Le taux de perte inférieur du Mustang reflétait ses avantages de performance et l'affaiblissement progressif des défenses allemandes alors que la guerre continuait, mais il démontrait également que l'avion était survivable au combat, ramenant les pilotes chez eux malgré les dégâts et l'opposition. Héritage et conclusion. Le P-51 Mustang continua à servir longtemps après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il combattit en Corée, où il excella dans les rôles d'attaque au sol. De nombreuses forces aériennes dans le monde utilisèrent des Mustangs à travers les années 1950 et même 60. Plusieurs pays continuèrent à les opérer dans les années 1980 pour des rôles spécialisés. Aujourd'hui, plus de 150 Mustangs restent en état de vol, enthousiasmant les foules des spectacles aériens et rappelant aux nouvelles générations l'excellence de l'aviation. Mais le véritable héritage du Mustang réside dans ce qu'il représentait, l'intégration réussie de la technologie britannique et américaine, l'importance des escortes à longue portée dans les bombardements stratégiques, et plus significativement, le pouvoir de l'innovation sur la bureaucratie. Le vol d'essai non autorisé de Ronald Darker en avril 1943 viola le protocole et la chaîne de commandement. Sa recommandation contredisait les évaluations officielles. Ses actions auraient pu mettre fin à sa carrière si les supérieurs avaient choisi d'appliquer les règlements strictement. Au lieu de cela, sa perspicacité technique et sa volonté de défier la sagesse conventionnelle aidèrent à créer le chasseur qui remporta la supériorité aérienne sur l'Europe. L'histoire contient des leçons qui s'étendent au-delà de l'histoire de l'aviation. Que parfois les innovations les plus importantes viennent de sources inattendues. Que le rejet bureaucratique ne signifie pas nécessairement qu'une idée manque de mérite. Que combiner les technologies existantes de nouvelles façons peut produire des résultats révolutionnaires, et qu'une personne prête à défier le système peut changer l'histoire. Le P-51 Mustang, conçu en 120 jours, rejeté par l'approvisionnement, sauvé par le vol d'essai non autorisé d'un mécanicien, devint le chasseur le plus mortel de l'Amérique. Il détruisit plus d'avions ennemis que tout autre chasseur américain. Il rendit les bombardements stratégiques viables en fournissant la capacité d'escorte à longue portée dont les bombardiers avaient désespérément besoin. Et il aida à atteindre la supériorité aérienne qui rendit le jour J possible et la défaite de l'Allemagne inévitable. Don Blakesley, qui avait plaidé pour un chasseur à longue portée après avoir regardé les bombardiers mourir au-dessus de Schweinfurt, dirigea le 4e groupe de chasse en Mustang jusqu'à la fin de la guerre. Il obtint 15 victoires et demie confirmées, mais sa vraie réalisation fut de diriger son groupe vers plus de 580 avions ennemis détruits, le groupe avec le plus haut score de la 8e force aérienne. Dans une interview d'après-guerre, Blakesley réfléchit sur l'impact du Mustang. « Nous avions le courage, nous avions les nombres, nous avions la capacité industrielle. Mais nous n'avions pas l'outil pour faire le travail jusqu'à ce que le Mustang arrive. Une fois que nous l'avons eu, tout a changé. Nous sommes passés de survivre à peine aux missions à dominer le ciel. Le Mustang ne protégeait pas seulement les bombardiers, il chassait les chasseurs allemands où qu'ils soient et les détruisait. C'était le chasseur dont nous avions besoin, livré juste à temps pour compter, la transformation de conception rejetée en arme gagnant la guerre prit moins d'1 an. Du vol d'essai non autorisé de Harker en avril 1943 au Mustang dominant les cieux allemands au printemps 1944, il ne s'écoula que 12 mois. En cette année, l'idée illégale d'un mécanicien devint ingénierie validée, le rejet bureaucratique devint acceptation enthousiaste et un avion rejeté devint le chasseur le plus mortel de l'arsenal américain.
L'histoire du P-51 Mustang prouve que parfois les meilleures idées viennent des gens les plus proches du matériel, pas des gens les plus élevés dans l'organigramme. Elle prouve que défier la sagesse conventionnelle, même au risque de la carrière et de la réputation, peut produire des résultats qui profitent à tous. Et elle prouve que le bon outil livré au bon moment peut changer le cours de l'histoire. Franz Weber, le soldat allemand qui survécut à l'attaque de chars lance-flammes à Aix-la-Chapelle, écrivit plus tard sur son expérience face aux chasseurs américains au début de 1945. À ce moment-là, nous savions que la guerre était perdue, mais les Mustangs américains le rendaient évident. Ils étaient partout tout le temps à toutes les altitudes. Ils attaquaient nos aérodromes, mitraillaient nos convois, abattaient le peu d'avions que nous avions encore. Le ciel leur appartenait complètement. Quand je voyais des Mustangs au-dessus de nous, je savais que nous assistions à la fin de la Luftwaffe. De beaux avions, qui représentaient tout ce que nous avions perdu. L'excellence technique, la capacité industrielle et plus important encore, la capacité d'innover plus vite que nous ne pouvions répondre. Aujourd'hui, quand un P-50 et un Mustang restauré se produit lors d'un spectacle aérien, la foule entend le son distinctif du moteur Merlin et voit les lignes gracieuses du design d'Edgar Schmood. Mais ils assistent vraiment à l'héritage du vol d'essai non autorisé de Ronald Harker. La validation de l'idée illégale d'un mécanicien est la preuve que parfois les percées les plus importantes viennent de personnes prêtes à violer les règles au service d'une vérité plus grande. Le P-51 Mustang, né du désespoir, rejeté par la bureaucratie, sauvé par un mécanicien qui enfreint les règles, est finalement le chasseur qui aida à gagner la Seconde Guerre mondiale en réalisant ce que tout le monde disait impossible, escorter les bombardiers jusqu'à Berlin et retour, tout en détruisant chaque chasseur allemand assez fou pour le défier. Le mécanicien avait raison, les bureaucrates avaient tort, et l'histoire fut changée par un vol d'essai non autorisé qui prouva que parfois enfreindre les règles est exactement ce que la victoire exige.